Salut les infocrates, aujourd'hui on va parler du séisme qui a eu lieu au Maroc, mais aussi du G20 qui s'est tenu ce week-end à Bali en Inde. J'ai décidé de relier ces deux sujets alors qu'au départ ils n'ont pas l'air d'être liés ensemble parce que, à mon sens, tous les deux, ces deux événements nous montrent à quel point l'Occident a perdu de son influence et de son hégémonie sur le monde. Et ils montrent aussi à quel point les pays du Sud global souhaitent avoir leur propre parole et leurs propres décisions qui ne soient pas celles qui seraient prises sous la pression des Occidentaux. Avant tout, je vous invite à vous abonner, mettre des notifications, les petits pouces, les commentaires, afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on parle du séisme qui a eu lieu au Maroc, ainsi que du G20 qui s'est tenu à Bali ce week-end. Ces deux événements, donc disais-je, montrent la fin de l'hégémonie occidentale. Alors, j'ai décidé de relier ces deux événements, le séisme au Maroc et donc le G20 qui a eu lieu à Bali, parce que ces deux événements nous montrent à quel point le Sud global cherche à défier l'hégémonie occidentale et à ne plus dépendre des décisions de l'Occident, ni à ne plus se faire imposer les décisions de l'Occident. Lors du G20, qui a eu lieu ce week-end, le week-end dernier, à Bali en Inde, c'est l'Inde qui reçoit le G20, le sommet du G20. Ça permet à l'Inde, puisque nous sommes dans un contexte de guerre en Ukraine, où les pays sont sommés de prendre des positions pour ou contre la Russie, en gros. Ça permet à l'Inde, qui depuis le début ne souhaite pas prendre un parti clair, ne souhaite pas vilipender la Russie, ni être du côté des Occidentaux, ni forcément être du côté de Vladimir Poutine non plus. Ça permet aux Indiens, donc à Narendra Modi, le chef de l'État, de se mettre en avant, puisque c'est lui qui reçoit le sommet. En plus, comme la Chine et la Russie ne sont pas venus au sommet du G20, ça a permis à l'Inde de se poser en représentant du Sud global et de dire, puisque ça se passait chez lui, aux Occidentaux, pendant ce sommet, les pays du Sud global ne souhaitent pas vous suivre, vous les Occidentaux, ils souhaitent prendre leur propre position qui ne soit pas la position des Occidentaux. Dans ce G20, il faut quand même comprendre, le G20 c'est le groupe des 20 puissances économiques du monde. Ces 20 puissances économiques du monde ne sont pas toutes occidentales. Il y a des pays africains, des pays du Moyen-Orient, des pays d'Asie, des pays d'Amérique latine. On va avoir un Brésil qui est fort, on va avoir une Afrique du Sud qui commence à grossir, on va avoir donc l'Inde, la Chine et la Russie qui ne sont pas venus mais qui sont quand même des gros acteurs économiques du monde. L'Occident n'est plus le plus puissant d'un point de vue économique. Et dans cette liste des 20 États qui font partie du groupe du G20, il y a donc des pays du Sud global qui ont des positions à faire valoir qui ne sont pas celles de l'Occident. Donc, lors de ce G20, les Occidentaux, ils sont allés dans quel but ? Dans le but d'avoir une déclaration collective sur la guerre en Ukraine qui condamnerait Vladimir Poutine et la Russie clairement, et qui serait clairement du côté ukrainien. Cette déclaration n'a pas eu lieu. À la place, la déclaration finale du sommet, c'est pas une condamnation claire de la Russie. Et ça, cette déclaration, elle n'est pas le fruit du hasard. Pourquoi je dis ça ? Parce que les pays du Sud global ont fait du forcing pendant le sommet pour dire on ne veut pas suivre la position de l'Occident qui condamne la Russie. On ne veut pas condamner la Russie sous prétexte que l'Occident nous le demande. On ne réagit pas à la pression ni aux ordres de l'Occident. Donc notre position sera notre position et elle ne sera pas celle des Occidentaux. Et il a été donc clairement énoncé par les pays du Sud global qu'il n'y aura pas de condamnation collective et mondiale de la Russie sous prétexte que les Occidentaux la demandent. Et ça, c'est un événement en soi. Pourquoi c'est un événement en soi ? Parce que les Occidentaux ont été obligés de concéder aux pays du Sud global de ne pas condamner la Russie. Les Occidentaux, ils sont venus au sommet avec l'objectif de faire condamner la Russie par tout le monde. Les Occidentaux sont repartis sans cette condamnation. Ils ont concédé au Sud global la position que le Sud global voulait. Les pays du Sud global ont obtenu de l'Occident de ne plus les suivre. Et l'Occident a été obligé de se retirer.
et d'accepter que le reste du monde ne leur obéissait plus. C'est donc un événement extrêmement important en matière de géopolitique et de politique mondiale, parce que il me semble, à mon sens, que c'est la fin formelle, la claire, c'est la fin formelle, c'est écrit, c'est dans les procédures de réunion du sommet, c'est clair, clair devant tout le monde que les Occidentaux ont perdu leur influence économique et politique sur le reste du monde. Puisque le reste du monde a réussi à arracher le fait de ne pas obéir aux Occidentaux. Et là, c'est pas juste un peu, on le ressent parce que tel pays prend de l'influence économique, tel pays prend telle influence, c'est formel. C'est dans les procédures de la politique mondiale, des institutions, c'est dans les procédures des institutions, c'est écrit, la déclaration est claire, il n'y a pas de condamnation des Russes, parce que les pays du Sud global n'ont pas voulu cette condamnation. Donc, l'Occident a formellement perdu son pouvoir, son hégémonie, son influence, et même le droit de mettre la pression sur les autres pays. Le séisme au Maroc montre aussi la même chose. Pourquoi ? Il y a eu un petit incident diplomatique sur l'aide que la France voulait apporter au Maroc suite au séisme, parce qu'il y avait de nombreuses victimes, etc. Le Maroc, à ce stade, n'a pas répondu à la sollicitation d'aide de la France. Le Maroc a répondu à d'autres pays pour recevoir leur aide. Espagne, Royaume-Uni, Qatar notamment. Et un quatrième, mais je ne me souviens plus. Ça veut dire que désormais, le Maroc, en fonction de ses intérêts nationaux, choisit de prendre l'aide de certains pays, pas d'autres. Pas la France. Pourquoi ? Parce que dans la relation bilatérale entre le Maroc et la France, il y a des contentieux, notamment en matière d'immigration, notamment sur une question bien particulière qui est la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La France ne soutient pas le Maroc sur le Sahara occidental. Elle a une position plutôt ambiguë. Le Maroc revendique la souveraineté sur le Sahara occidental. La France n'a pas reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. D'autres pays l'ont fait. Et ça crée comme ça un problème. Et en plus, il y a des histoires d'immigration où la France met la pression sur le Maroc pour que le Maroc envoie moins de monde en France. Il y a une politique de visa, donc d'obtention des visas pour les immigrés qui réduit drastiquement le nombre d'immigrés marocains qui peuvent venir en France. Ça crée des tensions entre la France et le Maroc. Le Maroc a donc décidé, au vu des tensions qu'il y a dans la relation franco-marocaine, de ne pas recevoir l'aide. Après, il y a toujours des moyens détournés, il y a des associations, l'État donne aux associations, aux ONG qui distribuent, machin. Mais officiellement, le Maroc n'a pas accepté. Et le Maroc estime que la relation entre la France et le Maroc n'est pas suffisamment bonne pour qu'on discute ensemble de l'aide que la France va apporter au Maroc. C'est une logique comme une autre. C'est Mohamed VI. Il décide les intérêts du Maroc. Souveraineté. Et ça me permet de vous préciser ici un tout petit peu globalement pour sortir un petit peu du sujet, du propre sujet du G20 et du séisme au Maroc. Ça permet d'ouvrir et de vous dire, de vous donner un tout petit peu qu'est-ce que c'est que la souveraineté et qu'est-ce que c'est que le poids politique en géopolitique. La souveraineté, ça nous vient de Jean Bodin, la République de Jean Bodin. La souveraineté, c'est la possibilité d'un chef d'État de décider pour sa nation, dans les intérêts de sa nation. Et on dit souvent dans l'histoire des idées politiques, dans cette matière un peu classique qu'on nous apprend tous en droit quand on fait du droit ou de la science politique, il y a les 4 caractéristiques de la souveraineté qui sont frapper monnaie, décider de la guerre et de la paix, rendre la justice et faire les lois. Donc c'est cette souveraineté que le Maroc applique, c'est cette souveraineté que les différents États appliquent en termes de G20 et de G7 et de traités. Puisque, par exemple, en ce qui concerne le G20, en ce qui concerne la déclaration à propos de la Russie, si on dit que la souveraineté d'un État, c'est décider de la guerre et de la paix, il n'y a pas de raison que l'Occident force
les pays à condamner la Russie et à donc se mettre en conflit avec la Russie en porte-à-faux, au moins sur le papier, alors que les pays, s'ils ont la souveraineté, ils ont la possibilité de décider de la guerre et de la paix, donc ils décident ou non de condamner la Russie selon leurs propres intérêts. Pas parce que les Occidentaux leur ont commandé de condamner la Russie. Vous comprenez? Et je trouve que les pays du Sud global sont en train d'apprendre à gérer et à utiliser leur souveraineté comme il le faut. C'est ça l'avenir, c'est les nations qui prennent leurs intérêts, qui décident de leurs intérêts et qui utilisent la souveraineté à plein tube. Pour moi, c'est ça l'avenir pour l'Afrique, pour le Moyen-Orient, pour l'Asie, pour l'Amérique latine. Pour moi, l'avenir n'est plus dans le multilatéralisme au sens où tout le monde est censé signer les mêmes traités et ils s'appliquent pareil à tout le monde. Pour moi, l'avenir se trouve dans la souveraineté nationale appliquée au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie, en Afrique, pour tous les États, toutes les nations. Et c'est chacun qui se prend en charge. Et je trouve qu'il y a un beau réveil là du Sud global qui veut se prendre en charge et avoir sa dignité et sa liberté. C'est très bien. L'avenir n'est plus en Occident avec l'hégémonie occidentale. L'avenir, c'est chacun pour ses intérêts, la souveraineté nationale pour tous les pays de la planète. Voilà, c'est la fin de cet édito. J'espère que vous aurez eu des informations et que ça vous aura expliqué un petit peu le contexte et que vous en aurez sorti des informations qui vous conviennent et que vous comprenez. Je vous dis à bientôt pour un prochain édito. Salut!